La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, l'interview politique. Et Aurélie Herbemont, ce soir dans ce studio, vous recevez Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir. 36 jours de grève, encore des centaines de milliers de personnes dans la rue aujourd'hui, quelques heures entre policiers et manifestants. Est-ce que vous croyez à une sortie de crise demain grâce à la conférence de financement ? On la souhaite. On y travaille, vous l'avez dit, 36 jours, c'est aussi 36 jours de galère pour beaucoup de Français. Et moi, je vais avoir une pensée pour eux. Il y en a sans doute beaucoup qui nous écoutent, peut-être depuis leur voiture, dans les bouchons, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de se déplacer aujourd'hui. Et ces Français, ils attendent qu'on en sorte. Et ce que je veux leur dire à travers vous ce soir, c'est qu'on fait tout pour en sortir, pour travailler à ce compromis qu'on appelle de nos voeux depuis le départ, qui a justifié qu'on ait engagé des réunions de travail avec les organisations syndicales, qu'on ait permis aux Français de participer à travers une plateforme digitale sur cette réforme des retraites. Et la réunion de demain est évidemment très importante pour avancer vers ce compromis. Alors, la question centrale, c'est est-ce que vous allez garder l'âge pivot ? Laurent Berger de la CFDT le dit, le redit, le redit encore aujourd'hui. S'il y a l'âge pivot, c'est sans nous, c'est non. Et en même temps, votre collègue Gérald Darmanin dit ce soir dans le Figaro, l'âge pivot est juste et efficace, ça fait pas trop compromis à portée de main, là, si ? Gérald Darmanin, il a rappelé dans le Figaro, ce qu'on rappelle systématiquement, c'est que pour nous, pour atteindre l'équilibre, la solution qui nous semble la plus juste et la plus efficace, c'est effectivement celle de l'âge pivot. Mais il rappelle aussi, et on a toujours rappelé, et je le refais devant vous ce soir, qu'on est parfaitement ouvert à ce que les organisations syndicales proposent d'autres pistes pour arriver à l'équilibre. Il y a une proposition qui a été faite par Laurent Berger de mettre en place une conférence de financement qui aura lieu demain pour se mettre autour de il y a une réunion demain qui a lieu avec les organisations syndicales pour justement travailler à l'organisation de cette conférence, pour mettre tout le monde autour de la table et regarder comment est-ce qu'on arrive à l'équilibre. C'est précisément ce qu'on appelle de nos voeux depuis plusieurs semaines. S'il y a une meilleure solution qui se dessine. Mais ça fait des semaines qu'on entend que vous êtes prêts à de meilleures solutions. Aussi une adaptation de l'âge pivot est proposée et permet de prendre en compte davantage les questions de pénibilité, les questions de carrière longue. Évidemment, elles doivent être regardées, elles doivent être reprises si elles reçoivent un accord et un soutien majoritaire parmi les partenaires sociaux. Alors, vous parlez d'adaptation de l'âge pivot éventuel, sauf que Laurent Berger, il a l'air de ne pas vouloir du tout qu'il y ait le mot âge pivot dans le texte de loi qui sera déposé au Conseil des ministres le 24 janvier. Mais ça va faire partie des discussions. Mais en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que depuis cette rentrée, il y a quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a vu avant les fêtes. C'est qu'il y a des propositions qui arrivent de toutes parts. Avant les fêtes, c'est vrai, on a pu avoir le sentiment qu'il y avait une situation bloquée. Qu'est-ce qu'on constate depuis le début de cette semaine ? C'est qu'il y a des propositions qui arrivent sur le fond. Je pense à celle de Richard Ferrand, par exemple, pour avoir un âge pivot avec un malus temporaire. Un malus qui serait temporaire. Voilà, c'est une proposition. Laurent Berger fait cette proposition de conférence de financement. Donc on voit qu'il y a cette ouverture et cette volonté de dialogue et de travail chez ceux qui ont envie d'aller de l'avant. Et moi, j'y vois un signe positif, un signe que le compromis est à portée de main. Donc ça veut dire qu'on pourrait, si on résume un petit peu l'idée, on pourrait commencer les discussions en disant c'est l'âge pivot, mais si dans quelques semaines on a mieux, on enlève l'âge pivot ou on l'améliore pour d'autres sources de financement ? Oui, encore une fois, c'est la ligne qui est la nôtre. Nous, on fait une proposition parce qu'on est responsable et qu'on considère qu'une réforme qu'on porte, elle doit être budgétée. Et c'est pas juste un slogan. Moi, je suis en charge de la jeunesse au gouvernement et donc je suis sensible et attaché à cette question des déficits. Parce que quand on laisse filer des dépenses et des déficits, on contracte un impôt sur la tête de tous les jeunes de notre pays qui un jour auront à payer l'addition et à régler l'ardoise. Et ça, moi, je le souhaite pas pour les jeunes générations aujourd'hui. Il faut être responsable. Et donc, la piste qu'on a avancée en priorité, c'est effectivement l'âge pivot qui revient à dire qu'il faut travailler un peu plus longtemps. Ce qui, moi, me semble cohérent avec l'évolution de la société, l'allongement de l'espérance de vie, cohérent avec ce qui se passe chez tous nos voisins, où le débat, c'est pas de savoir si on passe de 63 ans et demi à 64 ans, c'est de savoir si on passe à 65 ans, 67 ans, voire 69 ans. Je crois bien qu'on n'est pas du tout dans ces ordres de grandeur-là. Mais moi, ça me semble le plus juste et efficace, mais encore une fois, on est parfaitement ouvert à d'autres propositions. Parfaitement ouvert à d'autres propositions. Alors, cette conférence de financement, demain, effectivement, ce sera son calendrier, son planning de travail, si tout le monde est d'accord, sera fixé demain. Ce que dit aussi Gérald Darmanin, c'est que les conclusions de cette conférence de financement n'ont pas besoin d'être intégrées dès le début de l'examen de la loi au Parlement, donc le 17 février, mais éventuellement pour la deuxième lecture, donc au printemps. Ça veut dire que vous allez envoyer un texte à examiner aux députés d'abord, puis aux sénateurs en première lecture, sans avoir précisément le financement ? Ce qui est certain, c'est qu'on envoie un texte et un texte sera examiné par le Parlement avec une grande certitude, c'est que cette réforme sera financée.
La que cette droite va réforme, vous pilonner si cette vous ne dites réforme- pas précisément non, mais comment attendez. elle sera, que cette réforme elle sera se- financée. que cette D'ailleurs, que cette réforme sera financée. Gérard Larcher vous dit attendons la fin de cette conférence de financement avant de l'examiner au Parlement. Oui, vous Parce qu'ils savez. ils vont avoir l'impression que vous leur donnez un texte en bois à examiner. Non, là je crois qu'il y a la recherche chez certains de toujours trouver les raisons de critiquer et de faire en sorte qu'on ne porte pas les réformes dans notre pays. Cette réforme, elle était prévue dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron. Elle a fait l'objet de 2 ans de travail et de discussion avec Jean-Paul Delevoye à l'époque, les organisations syndicales. Il est temps que cette réforme soit discutée par les parlementaires et soit adoptée. Moi, je le redis, à force de parler de la réforme sans en dire les détails, de parler du contexte, on en oublie Ils vont finalement. vous dire à On en l'opposition oublie que ce si qu'il y on a dans n'a le pas fond les de cette détails du réforme. financement, Et moi, je veux redire qu'une réforme qui permet de dire qu'on soit médecin, ouvrier, infirmier, député, 1 euro cotisé donne les mêmes droits, c'est une réforme de justice, c'est de l'égalité et c'est ce que les Français appellent de leur vœu, je crois. Mais alors, Gabriel Attal, en admettant que vous arriviez à toper avec les syndicats réformistes autour de la conférence de financement et que tout va bien avec l'UNSA et la CFDT, la CGT, ils vont dire que ça va pas du tout. Eux, ils continuent à demander le retrait de la réforme. Eux, ils vont dire qu'il faut continuer la grève. Mais vous avez des organisations syndicales, effectivement, qui sont dans une logique d'opposition absolue. Et d'ailleurs, quel que soit le projet porté par le gouvernement, il y a une opposition absolue. La CGT, elle ne s'oppose pas d'ailleurs uniquement au projet du gouvernement. Elle considère qu'il faudrait défaire toutes les réformes des retraites qui ont eu lieu dans notre pays depuis 20 ou 30 ans, comme si la société dans laquelle on vit était celle des années 80, comme s'il n'y avait pas eu de mutation dans le marché du travail, comme s'il n'y avait plus les mêmes carrières, Mais du comme coup, si on la vivait pas plus galère longtemps. que vous Donc on n'est pas évoquiez d'accord avec eux. la galère que vous évoquiez dans les transports, notamment pour les gens qui nous écoutent, elle peut durer même si vous arrivez à vous accorder avec les réformistes. Ah, écoutez, en tout cas, s'il y a un compromis qui se dessine, je pense que ça sera assez compliqué pour des organisations syndicales de continuer à bloquer et à entraver la liberté de circulation des Français. Il y a un moment où il faut évidemment aller de l'avant et évidemment qu'on continuera à porter ce discours-là. Mais si vous voulez, si le discours consiste à dire que parce que il y a des organisations syndicales ou politiques qui bloquent, il faudrait renoncer à toute réforme. Moi, je ne l'accepte pas dans notre pays, dans une démocratie comme la France. Parce que ça veut dire que demain, quel que soit le gouvernement, voulant porter une réforme, si une minorité décide de bloquer, d'empêcher les Français de se déplacer ou autre, de couper l'électricité, de bloquer des raffineries, il faudrait retirer des réformes. Moi, je n'accepte pas ça dans notre pays. On a des élections, des institutions, on a une démocratie et il faut avancer. Avancer, donc quitte à laisser quelques syndicats sur le côté. Merci beaucoup d'avoir été mon invité, Gabriel Attal.